Et salut à toutes et à tous, qui va remporter l'US Open 2022 et pourquoi Rafael Nadal? C'est un grand classique de service volé maestro, je suis très content de te retrouver. On s'était fait un petit kiff avant Wimbledon et avant Roland Garros. Déjà, comment ça va à quelques jours du début de l'US Open? Mais écoute, ça va très bien, je suis très excité. Alors c'est peut-être un peu une popular opinion, mais moi l'US Open c'est mon grand chelem préféré. Donc je suis très très excité, j'ai très très hâte de voir ça, surtout qu'on en parlera après, mais il y a un tableau très ouvert pour beaucoup de joueurs et on n'est pas à l'abri d'avoir une belle surprise. Alors il y a toujours des dingueries à l'US Open, là particulièrement gratiné cette édition parce que on va commencer avec le grand absent, forcément les gens sont là pour ça, les gens sont là pour l'odeur du sang tel des petits requins. Novak Djokovic ne disputera pas l'US Open, ça a été officialisé sur le compte officiel du coup de Novak juste avant le tirage au sort. C'est une décision qu'on attendait, il n'y a pas de surprise, c'est pas comme à l'Open Australie où il s'était fait un peu rodka par Craig Tiley qui lui avait dit viens en Australie, ensuite il avait été mis sous les verrous, sous cloche pendant quelques jours. La situation avait été très très mal gérée par les Australiens. Là, on s'y attendait, ça reste une décision à mon sens inique et j'aurais aimé que Novak dispute ce tournoi, tout simplement pour l'intérêt du tournoi, pour l'histoire du tennis aussi, pour la course au GOAT, même si c'est quelque chose qui saoule une grande partie des gens. Voilà, là, ne pas pouvoir disputer deux grands chelems alors que tu es en parfaite santé, c'est assez dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Novak? Toi, on tombe pas des nues, quoi. Voilà, on s'y attendait. Je rentrerai pas dans le débat vaccination, pas vaccination, parce que c'est pas du tout le sujet et qu'on s'en fout un peu de notre avis là-dessus. Mais ouais, effectivement, je trouve ça dommage qu'il puisse pas défendre ses chances. Voilà, on a eu la chance de vivre à une époque incroyable avec Rafa, avec Federer, avec Djokovic et ben, c'est dommage on va dire que ça se termine comme ça. Mais ouais, forcément, ils sont plus proches de la fin que du début et de pas pouvoir défendre leur chance à cet âge-là. Enfin, du coup, je parle pour Djokovic là. Ouais. Bah, ça fait un peu de peine et même si je suis pas le plus grand fan possible de Djokovic, bah, j'aurais bien voulu qu'il soit là dans le tableau et qu'il puisse au moins avoir la chance de répondre présent et de défendre, sa chance ici. Ouais, alors après, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui, même si elles sont pas fans de Novak, sont totalement ulcérées sur le fait qu'il puisse pas disputer ce tournoi après ce qui s'est déjà passé à l'Open d'Australie. Moi je comprends la colère de la part des fans de Novak, elle est tout à fait légitime. Alors après, faut pas non plus abuser et partir sur des extrêmes comme The Infamous PVG sur Twitter. Je sais pas si tu connais, lui c'est un sacré loustic. Mais ça ne me dit rien comme ça. Ouais, bah c'est mieux pour toi. Dans tous les cas, le tournoi perd l'une de ses très grandes têtes d'affiche. Je suis particulièrement peiné par cette situation. On le répète, ici en tout cas sur cette chaîne, on aurait adoré voir Novak jouer ce tournoi. C'est comme ça, entre guillemets, parfois il y a des choses dans l'histoire du tennis. On se souvient de Connors en 74 qui peut pas jouer Roland Garros parce qu'il est interdit par Philippe Chatrier qui le banne parce qu'il a disputé une exhibition et que Chatrier il veut pas voir de joueurs ayant disputé cette exhibition jouer Roland Garros. Il y a eu plein d'histoires comme ça en fait dans l'histoire du tennis. Voilà, donc on espère quand même que vous allez passer un bon tournoi. On va enchaîner avec le grand favori, selon moi, attention, pas selon Maestro, de l'US Open 2022, et c'est Rafael Nadal, le Mallorquin, qui se présente à New York avec de très jolis succès dans sa petite Pokéta. Il a remporté le tournoi en 2010, 2013, 2017, 2019. Il n'a pas joué l'US Open depuis 2019, on le rappelle. Rafa, alors qu'est-ce qu'il faudra surveiller chez Rafa? Les abdominaux, c'était pas très très clair encore contre Coric le match. Il y avait des services qui étaient un tout petit peu retenus. Après, Coric remporte le tournoi à Cincinnati, donc c'est une défaite entre guillemets encourageante. Tu le sens comment, Rafa, à l'approche de ce tournoi, toi? Ben, ça avait été n'importe quelle autre personne, je t'aurais dit que j'aurais été très inquiet sur l'ensemble de son œuvre cette saison, physiquement parlant, plus le manque de rythme, plus sa défaite contre Coric qui est pas forcément hyper bonne pour la confiance, même si elle est un peu encourageante. J'aurais été très inquiet sur plein de points. Ouais. Maintenant, c'est Rafa, c'est un extraterrestre, donc je suis toujours inquiet, mais dans une moindre mesure, on va dire. Je sais que c'est un énorme champion qui prépare, il sait programmer ses pics entre guillemets.
et à atteindre son potentiel max lors des grands rendez-vous. Donc pas vraiment de doute qu'il soit à son maximum. Maintenant la question c'est est-ce que son maximum suffira pour remporter le tournoi, et ça j'ai un peu plus de doute. D'accord, ouais. On regarde justement son tableau. Alors à chaque fois nous on dit ouais c'est un tableau open bar, et puis il y a des gens dans les commentaires qui nous disent non c'est le tournoi le tableau le plus compliqué de l'histoire de l'humanité. Moi je trouve que c'est quand même assez accessible pour un joueur de la stature de Rafael Nadal. On a Iji Kata, ce sera au premier tour. Ensuite on aura éventuellement Fognini ou le GOAT Karatsev. On a du Ricci qui traîne également dans cette partie. Globalement il a un quart accessible, je vois pas de gars sur un bon Rafa qui peut éventuellement le gêner. On aura le temps de se projeter bien sûr sur nos pronostics définitifs. Alors il y a un boulevard en l'absence de Novak Djokovic qui est un peu sa némésis sur cette surface. Rafa, c'est un jeu qui est extrêmement complet, on va pas vous refaire bien sûr le portrait de Rafa, un mental à toute épreuve. Il avait survécu à une crise de chaleur à l'Open d'Australie contre Shapovalov avant de s'imposer contre c'était Daniil Medvedev en finale, un match complètement fou, 2-7 et 3 balles de break. Il avait réussi à retourner le momentum, donc le plus grand guerrier peut-être de l'histoire de ce jeu. Alors, il y a des questions, tu l'as dit, tu l'as mentionné, Maestro, au niveau physique. Il a remporté Roland Garros aussi dans les conditions qu'on connaît, avec son pied qui était endormi pendant la quinzaine. Voilà. Il y a aussi une petite affaire, alors là on est sur de l'extra sportif avec sa femme qui a des petites complications sur la fin de grossesse. Alors est-ce que ça peut jouer ou pas, ça c'est pas à nous d'en débattre. Il y a qu'un seul tournoi préparatoire du coup à Cincy, un seul match. Tu penses que ce manque de rythme ça peut être important pour Rafa, ou il a prouvé par le passé que bon, ça à la limite on s'en fout? Disons que ça lui posera probablement pas de problème sur le début du tournoi. Par contre, au fur et à mesure que le tournoi va avancer, ça peut, je pense, être problématique. Et en fait, ça va être la question, est-ce qu'il est capable de tenir l'intensité qu'on va demander à son corps pendant 2 semaines sans avoir joué depuis Wimbledon. Ouais. Voilà, moi j'ai des doutes là-dessus, c'est pour ça que je ne l'ai pas placé en tant que grand favori de ce tournoi. Oui, on n'est pas d'accord du coup, et on va enchaîner avec le joueur qui est pour toi le favori de l'US Open, et c'est Daniil Medvedev. On a 34 victoires, 12 défaites cette saison pour Daniil Medvedev, un seul titre à Los Cabos. Et pour moi, alors là je pense qu'on va pas être d'accord, ça va être intéressant du coup cette partie dans la vidéo, dans l'analyse. Je trouve qu'il y a des signes qui sont extrêmement inquiétants chez Daniil depuis la finale à l'Open d'Australie. On a un joueur qui apparaît brisé mentalement. Alors brisé c'est peut-être un peu trop fort comme terme, et si ça se trouve je vais être ridicule dans 2 semaines et demie parce qu'il va remporter le tournoi. Il y a toujours un risque forcément dans les analyses pré-tournoi. Bien sûr. Mais moi j'ai une liste de matchs, par exemple Tsitsipas à Cincinnati, Kyrgios à Montréal, Van Rijthoven à Sertogenbosch, Cilic à Roland Garros. Il baisse les bras le mec. C'est un peu dur, il plonge, il baisse les bras, il y a une adversité qui est trop importante. Je trouve également qu'il y a un socle tennistique chez lui qui est assez chahuté. Son service, il y a des doubles fautes, et il y a ces fameuses prises de risque qu'il avait sur cette deuxième balle la saison dernière en 2021 qui passaient crème et qui aujourd'hui sont conclues par des doubles fautes. Alors ça c'était particulièrement prégnant contre Tsitsipas à Cincinnati. Donc ouais, moi Daniil je suis évidemment, alors les books le placent comme favori, moi je suis un peu réservé. C'est quoi ton analyse Maestro? Mon analyse c'est que je pense que déjà physiquement et vis-à-vis de sa carrière, de ce qu'il a déjà accompli, de ce qu'il a été capable de faire, etc. Je pense que c'est le mec qui est le mieux préparé, on va dire, en dehors de Rafa bien sûr, à aller loin dans ce tournoi et à potentiellement gagner. Il a déjà gagné un grand chelem et ça c'est quand même pas rien, ça c'est important. Et en dehors de ça, voilà, c'est un mec qui est prêt pour les grands rendez-vous. Il a parfois des trous d'air entre les grands chelems, mais quand il y a grand chelem et encore plus sur hard, il est présent. Il manque quand même assez rarement ses rendez-vous. Et puis je trouve qu'il a une occasion assez belle de se mettre dans le rythme progressivement, avec un tableau qui est sympa. Kozlov d'abord, puis Alice sur Rinderknecht, derrière probablement Basilashvili ou Shelton, on ne sait pas. Puis viendra peut-être l'épouvantail Nick derrière, on en va peut-être en parler après. Ouais. Mais voilà, jusque Nick c'est assez tranquille.
Et je pense que nerveusement, best of 5 contre Nick, je lui donne quand même un bel avantage. Ouais. Basilashvili, je pense que ça risque d'être un peu compliqué avec ses affaires extra-sportives. Ça a l'air de... Ouais, bien sûr, mais c'est parce que derrière, tu vois, c'est Basilashvili contre un qualifié, puis Shelton contre un qualifié. Donc, en vrai, Shelton a une vraie opportunité de faire un troisième tour contre Medvedev. Ouais, il y a carrément une ouverture pour Ben Shelton qui nous avait particulièrement séduit ces dernières semaines. Donc, à suivre, hein, bien entendu. Alors, pour moi, Daniil, c'est un peu le deuxième grand favori par défaut, je dirais. C'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais pour moi, il n'y a pas des signaux extrêmement encourageants. Alors, il faut quand même noter, et tu as eu raison de le faire, tenant du titre, un capital confiance, des repères qui sont énormes dur US, donc il sera surveillé. Si ça se trouve, il va réussir à bien monter en puissance et à engranger de la confiance au fur et à mesure dans ce tournoi. Donc un Daniil évidemment à suivre. On enchaîne avec Carlos Alcaraz, la petite pépite espagnole qui nous avait... Est-ce que déçu, est-ce que c'est le bon mot après ce qui s'est passé à Madrid, Roland Garros, Wimbledon, ce qu'il a fait ensuite? On est déçu de Carlos Alcaraz? Est-il surcoté? Est-il surcoté? Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais il y a quand même assez peu de chance. Est-ce qu'on est déçu? On peut être... Alors, je vais donner deux réponses. On peut être déçu parce que on sait qu'il est capable de faire des choses énormes et que ce sera probablement un des très très grands dans les années à venir. Maintenant, voilà, il faut, quand on arrive à ce niveau-là, avoir une espèce de période de transition, que les choses n'aillent pas trop vite. Il peut pas être à son prime une saison complète. Il a que 19 ans, quand même. Il est déjà numéro 4 mondial. Il a accompli énormément de choses. Il a gagné un Master 1000. Il a eu plusieurs titres déjà cette année. Il a montré qu'il faisait partie des meilleurs. Mais voilà, je pense qu'il faut un peu d'adaptation. Et surtout, en fait, pour moi, l'adaptation, elle est très, très concentrée autour des nerfs, de la gestion des émotions, etc. Il a dit contre Paul, ça a été un match qui a été trop compliqué à gérer pour lui, nerveusement parlant. On s'en est bien rendu compte. Contre Norrie, c'est pareil, ça se joue à pas grand-chose. Et Norrie, c'est un peu ce que je considère comme un vieux briscard qui gagne le match à l'expérience, même s'il n'est pas bien vu. Hein. Mais il gagne ce match à l'expérience. Et voilà, c'est ce genre d'expérience. Il aura encore des défaites encourageantes, des défaites importantes et des défaites utiles. Et ça fera partie de la croissance de Carlos. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un plateau qui était inévitable quelque part. Alors, il a fait un début de saison incroyable. Hein. Il gagne Rio, Miami, Barcelone, Madrid. Comme tu l'as dit, à Montréal, il a montré des signes de tension, comme ce qu'il a montré également contre Norrie, avec un break dans le troisième set, et puis il se fait débreaker et encore breaker sur la suite. Il a un peu perdu une partie de son emprise mentale, avec notamment ce qui s'est passé après Wimbledon, 2 défaites sur Sinner, une à Wimb et une à Umag, et également contre Musetti à Hambourg. C'est un tournoi pour moi qui doit lui correspondre. Il a le tennis, il a le jeu idéal pour bien jouer à l'US Open. C'est un joueur qui est électrique, le public new-yorkais adore ce type de joueur historiquement. Il a un tennis qui te donne envie de le suivre, qui te donne envie de l'accompagner, de lui donner de l'énergie, et s'il peut se nourrir de ça, comme il a déjà pu le faire par le passé, il peut être extrêmement dangereux. Donc pour lui, ça va être un défi d'abord mental, la gestion de la pression, comme tu l'as dit si bien, Maestro. S'il arrive à mettre la pression du bon côté et à utiliser cette énergie, franchement, il peut faire quelque chose d'assez grand, comme perdre contre le premier venu. Hein. Là, alors, on a un premier tour, c'est Bibez. A priori, sur dur US, ça devrait pouvoir se faire. Il va pouvoir avancer dans le tableau. Tu vois quelqu'un dans son quart, un rival potentiel? Au troisième tour, il peut se retrouver à jouer Coric. Ouais. Ça peut être chiant, même si on en parlera probablement après, mais j'ai quelques doutes sur la capacité de Coric à enchaîner après tout ça. Faut pas oublier qu'il revient de très loin et qu'il a pas non plus un rythme de folie. On va pas dire que ce titre il vient de nulle part, parce que j'ai pas du tout envie de lui manquer de respect, etc. Et c'est pas une volonté d'enlever à César ce qui est à César, mais
voilà, c'était quand même une grosse surprise et je suis pas sûr qu'il soit capable derrière d'enchaîner avec 2 semaines de Grand Chelem en best of 5, etc. Maintenant, voilà, Alcaraz, je pense que son plus grand ennemi ce sera lui-même et que s'il est à son prime mentalement et physiquement, ben, il devrait aller très loin et je vois pas qui peut le déranger dans sa partie de tableau s'il est à son prime. Ouais. Bah, on espère que ce sera l'un des grands animateurs du tournoi. En tout cas, il en a tout à fait les épaules. On bascule avec un joueur, je crois que tu apprécies particulièrement, mon cher maestro, c'est l'affreux Nick Kyrgios, bien sûr. 31 victoires, 9 défaites, une grosse saison pour Nick qui habituellement nous fait des énormes folies dans ces saisons. On a le titre à Washington, hein, bien sûr, la finale à Wimbledon que nous n'avions pas du tout anticipé tous les deux. Alors moi j'ai remarqué un joueur un peu bouilli hein, depuis Washington. Il y a eu des matchs là sur la période post-Washington. Le match contre Ubi notamment, n'importe quoi. Le mec il joue, il est à la plage, hein, Kiggs. Néanmoins il a pu se ressourcer. Il a eu du temps pour se refaire un peu la cerise et la caisse. Il a un tennis qui est disruptif, très rare hein, sur le circuit actuellement. Des services volés sur deuxième, des roucoulettes, des petits chops, très créatif Nick. On le voit comment Kyrgios, tous les deux. Alors, moi, tu savais, hein, j'avais beaucoup d'espoir sur lui sur la deuxième partie de saison. J'imaginais vraiment faire des gros trucs. Je me disais, allez, c'est son année. Je me faisais un peu insulter, mais j'avais vraiment envie d'y croire cette fois-ci. Bon, résultat, c'est quand même du très bon Nick, ce qu'on a eu. Maintenant, voilà, je suis d'accord avec toi. Depuis Washington, c'est moins convaincant. Son match contre Fritz, il est pas bon. Son match contre Hurkacz, tu l'as dit, c'était, je suis même pas sûr qu'il ait couru une seule fois pendant le match. J'ai l'impression que, en fait, pour moi, ce match-là, il avait pas envie d'être là. Mais comme il était encore dans le match, il continuait à jouer, quoi. Ouais, Ubi voulait pas le battre, alors du coup il s'est dit voilà. Let's go, bon, on essaie. Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais oui, le match est assez honteux. Mais sinon, globalement, il a un niveau qui est quand même stratosphérique quand il est à son prime. Et sa qualité de service, elle est juste incroyable. Démoniaque. Et ce que je trouve fou, c'est que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il monte à la volée. Très très vite. Mais il a, je sais pas combien de fois il a pu monter. Je pense au match contre Nishioka, la finale à Washington. Ouais. Il fait que ça tout le match. Et quand il fait ça, mais il est intouchable. Hein. Un gros service et des montées à la volée tout de suite, mais c'est quasiment impossible à breaker. Et des excellents relanceurs dans son tableau, il en aura pas énormément. Donc voilà, il faudra compter sur lui, c'est sûr. Un premier tour contre son pote Kokinaki, je pense qu'aux deux ça doit pas leur faire vraiment plaisir de jouer, mais c'est vrai qu'il a un tableau qui est assez ouvert jusque Daniel, quoi, je pense. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens d'avancer. Il faut aussi noter quelque chose d'important, hein, c'est que après ce tournoi, pour lui, c'est quasiment la fin de saison. On verra s'il fait des choses encore après, mais il a dit, hein, pour lui, c'est rideau après ça, un dernier push. Il fait même pas la Lever Cup, Kyrgios, alors qu'il adore cette exhibition. Donc un épouvantail à surveiller. S'il est dans la droite lignée de ce qu'il a proposé ces derniers mois, ce sera vraiment une menace. On a envie de voir hein, le Kicks Daniel, on en salive d'avance. Il y aura peut-être un RBA sauvage à battre avant ça. Mais Nick, hein, toujours un joueur hypnotique, on a envie de voir ce qu'il va faire et ce qu'il va nous proposer. Il y a toujours des choses qui se passent avec ce joueur. On enchaîne avec Félix Auger Aliassime. Alors, c'est dur ensuite, hein, une fois qu'on a parlé des favoris, vu que c'est un tournoi qui est très ouvert. Je sais pas trop comment le placer, Félix. On a eu un super début de saison, bien sûr, avec des gros matchs. On en a déjà parlé contre Daniel à l'Open Australie, notamment. Il sort quasiment d'une défaite cuisante contre Ruud à Montréal. Il s'est fait découper en deux devant son papa et sa maman. C'est cool. C'est sympa. Normalement, quand tes parents viennent te voir jouer, t'es toujours moins fort. Ouais. C'est ça le problème. Ah, tu t'adoucis. Tu veux trop bien faire et puis voilà, ça tourne mal. Voilà, ton petit cœur qui commence à s'attendrir et c'est pas possible au tennis. Il faut être méchant, c'est un sport. C'est ça. Il faut vouloir battre l'adversaire à tout prix. On a vu un joueur, c'est toujours un peu pareil avec Félix. Hein, c'est un gars qui peut arroser dans tous les sens dans ses mauvais jours. Il a du mal à se juguler, à se temporiser ce joueur. Bon, c'est pas Shapovalov non plus, attention. Il est dépendant également de son service, je trouve, c'est une de ses armes maîtresses, et quand le pourcentage de première coince,
un joueur qui est moins impactant, moins fort, quoi. Tu le vois comment, toi, Félix? Mais écoute, pour être honnête, je sais absolument pas où le foutre dans le classement de mes favoris pour le tournoi, on va dire. J'ai du mal, très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer faire mieux enfin, faire quelque chose de grand, c'est-à-dire demi ou mieux. Euh, pour moi, il sera là, il va gagner quelques matchs, mais il ira pas très loin. Je vais pas dire un US Open dans l'anonymat, mais presque quoi. Je le vois faire éventuellement sa deuxième semaine, pas beaucoup plus, sans match vraiment référence, et probablement sortir sur un Medvedev, sur un Kyrgios, bah, avec une défaite logique. En fait, pour moi, il va gagner tous ses matchs à partir du moment où il sera favori, donc son premier tour, après derrière Draper, Russuvori, Kachanov, etc. Il gagnera ses matchs, mais quand il va tomber sur un gros, il y aura le plafond de verre qui est, j'ai l'impression, très dur à briser pour Félix et que je n'imagine pas encore briser cette fois-ci. Même s'il est de plus en plus proche. Hein. Cette année, il en a eu plusieurs où il était vraiment pas loin de faire quelque chose de très grand. Je pense forcément à Roland Garros contre Rafa. Je pense forcément à l'Open d'Australie aussi, où il était tout proche de le faire face à Medvedev. Donc voilà, il se rapproche des gros exploits, mais il lui manque toujours ce petit quelque chose qui fait qu'il a toujours pas réussi à atteindre son prime niveau, quoi. Tu as parlé de plafond de verre, Maestro. Et un joueur qui est parti pour l'exploser, le futur numéro 1 mondial autoproclamé, le magnifique Cameron Norrie. Oui. Et cette application tellement parfaite de la crème solaire sur les ailettes du nez, il est magnifique. Quand il met son petit truc de guerre bleu là, oh là là. J'en ai des frissons. C'est pas drafter quoi, tu sais que le gars il va charger le filet H24, ça va être génial. Mais en fait, tu sais que le mec, il est pas là pour le style, quoi. Il est là pour le tennis, il est là pour écraser l'adversaire, et ça, c'est mon Cam, quoi. On adore. Alors, il y a des chapeaux, et puis il y a des Cameron Norrie. Chapeau, il est là pour faire des roucoulettes. Cameron Norrie, il est là pour exécuter ses plans de jeu. Énorme régularité, hein, Cameron. Il le fait tellement bien. Est-ce que c'est pas un des meilleurs joueurs actuellement dans ce style? Franchement, c'est incroyable. En fait, il y a rien de surprenant quand tu le vois. C'est toujours la même chose, mais il le fait si bien. Il le fait tellement bien que moi, franchement, j'adore Cameron. Je sais que c'est le cas de à peu près personne sur Terre, mais j'adore Cameron. Je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer et surtout, en fait, c'est surtout tactiquement que je trouve ça intéressant. J'ai l'impression qu'il a une capacité quand même à rentrer dans la tête de l'adversaire qui est assez énorme et voilà. Maintenant, on verra ce que ça donne ici, mais voilà, comme toujours, ce sera un épouvantail. Ouais, complètement. On a vu son tableau du coup. Un joueur qui a une dualité dans le jeu avec son revers extrêmement rasant et puis un coup droit qui a un peu plus de volume. Gaucher en plus, donc c'est un prototype, un archétype qui est difficile à jouer hein, pour une grande partie des joueurs actuellement, sans parler de son endurance extraordinaire qui nous fait penser à son charisme, également extraordinaire. Je peux rien dire de mieux, c'est si bien résumé. On va balayer les autres joueurs désormais et parlons de Borna Koric hein, qui a fait un run exceptionnel à Cincinnati. Ça bat Musetti, ça bat Nadal, ça bat RBA, F2A, Norrie, Tsitsipas. Plutôt pas mal. Il a remontré hein, ses qualités qu'on avait un petit peu oubliées. C'est un joueur qui était très fort, très prometteur avant sa blessure à l'épaule droite. C'est un absorbeur de puissance. C'est quelqu'un qui est capable également hein, d'envoyer quelques winners. Solide sur la baseline. Un bon service aussi. Hein. Il a refusé de changer son geste au service Borna malgré les conseils hein, qu'on lui a prodigués. Mais tu as commencé à le mentionner, hein, tu l'as dit Maestro. Tu penses pas qu'il y a un enchaînement potentiel pour lui sur ce tournoi, c'était un peu trop tout de suite? Disons que sur 2 semaines, je vois pas vraiment aller jusqu'au bout. Après, il faut dire la vérité, c'est qu'il a un super tableau. Si on enlève Carlos, il joue qualifié, puis après Brooksby ou Lajovic, derrière Carlos, puis Silic, puis pour gagner le quart de tableau, soit Hurkacz, soit Sinner, probablement, si on prend la logique tête de série. On peut quand même pas faire beaucoup mieux, je pense. À part si c'était retrouvé avec Ruud à la place d'Alcaraz, où là c'était vraiment
le meilleur tirage possible, mais globalement, il a quand même de la chance. Donc, après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Il est plein de confiance. Il a retrouvé un tennis qui est assez incroyable. Il a un niveau fantastique. Donc, pourquoi pas? Ça fait toujours plaisir de voir des revenants parfaits à nouveau. Donc si ça arrive à Borna, tant mieux. Et on lui souhaite tout le meilleur, bien évidemment. J'ai trouvé aussi qu'il a montré beaucoup de rage contre Tsitsipas, notamment. Il est habité par un truc. Est-ce qu'il n'y a pas l'esprit du loup de Novak Djokovic en lui? Bah, de toute façon, je pense que pour revenir après une telle période, il faut forcément être un dalleux, quoi. Un gros dalleux et un crevard. Il faut être un accro, un mec qui... Voilà, il a rien lâché. Et pour revenir au niveau des meilleurs, pendant que les meilleurs s'entraînent et que toi, t'es à l'hosto... Bah, il faut être une machine de guerre mentalement et voilà, il a montré qu'il en était capable et j'avoue que je l'avais pas du tout vu venir ce titre. Moi non plus. Mais ça fait vraiment plaisir. Avant de basculer sur nos favoris et le vainqueur de l'US Open 2022, on va juste faire un tout petit peu de name dropping, allez 2-3 noms en vrac sur d'autres outsiders plus. On va aller vite, juste aller en 30 secondes, 1 minute, Maestro, je te laisse donner quelques noms supplémentaires pour les personnes qui seraient intéressées, peut-être, je sais pas, regarder les matchs, parier. Ouais, alors on en a parlé tout à l'heure, mais évidemment Ben Shelton à regarder parce que voilà, c'est probablement un futur grand, je pense. Une partie de tableau qui sera surveillée où ça peut être intéressant, c'est la partie où il y a Fritz. Voilà, moi Fritz c'est un joueur que je vois bien faire quelque chose et on peut se retrouver avec un 3e tour Fritz Van de Sandschoup qui peut être vraiment sympa et qui peut donner. Enfin, un des deux pourrait aller loin puisque juste en dessous c'est la partie de Ruud. Donc il y a une vraie opportunité de faire quelque chose et à gauche c'est Tsitsipas et Berrettini, les deux grosses têtes de série. Yes. Donc il y aura probablement de la place. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais citer comme petit truc intéressant? Moi il y aura toujours l'énigme Khachanov. Où est-ce qu'il en sera? Parce que là il joue Kudla, puis derrière Molcan ou Montero, donc a priori quelque chose de très abordable pour lui. Est-ce qu'il est pas capable de nous sortir un match légendaire contre Félix? Je pense que si. Ouais, putain, Karen, désolé pour le mauvais mot là, mais il nous a sorti des dingueries. Il y a un match contre Nadal qui est inoubliable. On a l'impression à l'US d'ailleurs. Ouais, il s'est perdu quoi. Double K, je sais pas. Et ouais, il faudra regarder. Il faudra pas manquer aussi le Bublik Gaston au premier tour. Alors ça va être pas piquer des Hannetons. Ça va être pas mal. Et le dernier que je citerai, ce serait peut-être en voyant le tableau de Minor, qui a une partie plutôt sympa, qui se retrouve avec Carreno et dans la partie de Félix. Donc je pense qu'il y aura une petite carte à jouer. Et pour nos Français, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que au moins un 2e tour? Ça devrait aller puisqu'il y a Alice qui joue contre Rinderknecht, donc normalement on aura au moins un Français au 2e tour. C'est une très bonne nouvelle. Normalement, si celui qui gagne n'abandonne, ouais, peut-être il y en a un qui va WO remplacé par un Lucky Loser qui va battre le Français. Bon, voilà. Ouais. Mais je pense que le Français qui a le plus de chance, c'est peut-être Maxime Cressy, quoi. Oui, moi je vais prendre ma nationalité belge, Maestro. Ouais, je pense que là, honnêtement, je vois vraiment pas quel Français pourrait, parce qu'on a Père qui joue quand même Nori au premier tour, ça c'est pas cool pour lui. Si, Richie, le grand, on l'a oublié. Oui, Richie. Bien sûr, Richie qui va aller se battre pour un 0,18 contre Rafa. On en est à combien là? Ouais, je sais plus, on dirait Gerulaitis contre Borg, c'est incroyable. Palmarès de Richie, j'ai battu Nadal au petits as et puis voilà quoi. Ah non, ne soyons pas trop durs avec notre je blague, bien sûr, on l'adore Richie et il gagne encore des matchs en 3-7 et ça fait plaisir. Il gagne avec son talent naturel et son physique. C'est un monstre, franchement c'est un monstre. Ok, on a un peu vrillé là ces dernières minutes, mais on va se terminer avec notre pronostic définitif sur l'US Open. Alors on n'est pas d'accord, on a un peu parlé en off juste avant. Toi tu places pas Nadal en vainqueur, tu places Cameron Norrie en vainqueur, pas du tout. Je place pas du tout. Non, mais voilà, moi je te disais tout à l'heure, si on devait faire un ordre des étoiles, j'ai même changé d'avis par rapport à tout à l'heure. J'aurais rien mis en 5 étoiles. Ok. J'aurais mis Daniil à 4,
Rafa à 3. Et derrière en 2, j'avais mis du coup Nick, Nori, Alcaraz. Et puis derrière, un peu en dessous, et Tsitsipas, pardon. Et puis un peu en dessous, j'avais mis éventuellement Fritz, quand même, parce que je pense qu'il peut avoir quelque chose d'intéressant à jouer. Urka, j'ai envie de dire un peu obligé de le mettre parce que c'est un joueur qui adore jouer aux US et qui est capable de faire de grandes choses, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à y J'y crois croire. pas non plus, ouais. Et puis c'est tout, quoi. Après, on peut encore en citer plusieurs. Il y a des Rublev, il y a des Sinner dont on n'a pas vraiment parlé, qui Ouais, peuvent ouais. être là. Tiafoe, bah, il peut être là, mais ça dépendra beaucoup de Rafa, puisqu'il est dans sa partie de tableau. On n'a pas évoqué Tsitsipas aussi, hein. Je vais me faire taper sur les doigts par les nombreux C'est vrai, Titi c'est fans vrai, de c'est la vrai. chaîne. Tsitsipas qui a un peu retrouvé de sa superbe, je trouve, à Oui, quand même. Cincinnati, avec un tennis enlevé, offensif. Également, on a l'impression qu'avec Philippe Houssis, ça a taffé le slice, hein. Il a énormément slicé sur ce tournoi, donc ça peut être un joueur qui peut faire quelque chose. Il va arriver avec un peu de confiance et ça va lui faire du bien après des semaines douloureuses à ce niveau-là. Donc mon pronostic... Attends, je vais juste oublier un dernier, juste avant que tu commences. Vas-y, vas-y. C'est Tommy Paul quand même qu'il Ah oui, faudra oui, surveiller parce que Tipeee, il nous a sorti quelques matchs qui étaient pas loin du grandiose. Et, Ouais. et voilà, je pense que sachant qu'il est dans la partie de Ruud et que de l'autre côté c'est Fritz Van de Zandschulp et que pour le quart de tableau c'est Tsitsipas derrière. Voilà, un Tipeee en grande forme, ça peut être assez exceptionnel et ça peut faire un très gros truc. Bah, le match contre Alcaraz, il est phénoménal, hein. Il est phénoménal. Il remonte d'une manière assez incroyable. Donc mon pronostic, je pense que vous l'avez compris, hein, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est Rafael Nadal, vainqueur d'un 23e Grand Chelem d'ici 2 semaines et demie. Il va perdre au deuxième tour, j'aurai l'air d'un con d'ici quelques jours. Voilà, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo, c'est hyper important pour l'algo, à mettre un commentaire également sur votre pronostic, à vous abonner, et on retrouve Maestro sur Twitter. Sur Twitter et sur Twitch, on va reprendre les émissions pour l'US Open après une petite pause bien méritée durant le mois d'août. On va reprendre le rythme et très hâte de vivre ce tournoi. La hype est là tous les ans et elle ne baisse pas et ça c'est un très bon signe. Yes, tu parles de pause, mais c'était pour boire des flashs de cognac, c'est ça? Bien sûr, oui, c'était une pause essentiellement vacances et un petit peu alcoolisée, mais pas trop, quand même, avec modération, bien sûr. D'accord, il faut toujours faire attention à ça. Donc on se retrouve très vite, ce sera mardi midi pour le premier digest de l'US Open. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots.